pour la deuxième partie de la matinée. Donc c'est Ali El-Kenz et l'IUA. M. Alain Soupiot va intervenir autour de Ali El-Kenz et l'IUA, quelques souvenirs d'une entreprise commune. Après, Mathieu Forledoux va parler de Ali El-Kenz à l'IUA, donc c'est pas la même chose. Hein. Et on terminera par une courte présentation, donc une vidéo sur Ali El-Kenz de quelques minutes. Monsieur Alain Soupiot, à vous la parole. Merci beaucoup. Bon, c'est très émouvant de se retrouver ce matin ici, dans cette salle qu'a fréquenté beaucoup Ali, dans des lieux qu'il a contribué à concevoir. Et mes premiers souvenirs de ma rencontre avec Ali, donc j'ai pas l'intention de faire un exposé académique, peut-être disons de feuilleter une sorte d'album. Et mes premiers souvenirs sont justement l'huile d'olive qui a été évoquée tout à l'heure. Ali était dans le département de sociologie. À l'époque, j'avais contribué à fonder la Maison des sciences de l'homme, qui visait à ce que on se parle d'une tribu à l'autre, entre juristes, sociologues, littéraires. Et c'est Jean-Noël Rothière qui un jour est venu me voir en me disant nous avons un collègue remarquable, Ali El-Kenz, mais il a des problèmes avec l'école doctorale qui était dirigée à l'époque, si ma mémoire est bonne, par François Collard du Tilleul, qui est devenu d'ailleurs un spécialiste du droit de l'alimentation, ce qui ne manque pas de sel, et qui, de fait, lui avait expliqué que c'était pas un sujet. Bon, l'affaire a été vite quand même réglée, et il a pu inscrire le sujet sur l'huile d'olive. Mais c'est dans ce contexte qu'on a commencé à se rencontrer. Évidemment, il était très intéressé par la démarche de la Maison des sciences de l'homme, qui visait à justement un peu surmonter à la fois les frontières disciplinaires, mais aussi avec une ouverture à l'international qui est restée, je pense, dans ses missions. Et le point de départ ensuite de cette aventure commune, c'est qu'à la fin des années 90, j'avais eu à présider un conseil national de développement des sciences humaines qui avait été mis en place par un ministre assez volcanique qui s'appelait Monsieur Allègre. Et Allègre considérait qu'il y avait des sciences dignes de ce nom, donc il avait fait un conseil national des sciences qu'il présidait lui-même. Puis il y avait des sciences qui étaient en voie de développement, c'était les sciences humaines et sociales, et donc il a fait un autre comité. Bon, à l'époque, je vivais à Berlin, et un matin, j'ai eu un coup de fil, « Allô, je suis Allègre, je vous connais, vous me connaissez pas ?» J'ai dit « C'est plutôt le contraire. » Et j'ai compris après que j'étais marginal à tout point de vue, en tant que juriste, provincial, à l'étranger, donc il voulait éviter la captation de ce conseil par les milieux parisiens, et je crois que là, il n'avait pas tort. Toujours est-il que parmi les recommandations que nous avions faites dans ce conseil, où il y avait des personnalités éminentes, il y avait l'idée d'implanter en France des instituts d'études avancées sur le modèle Princeton, ou dans le cas européen, le modèle du Wissenschaftskolleg zu Berlin. Et les institutions parisiennes ont tout de suite dit que ça ne les intéressait absolument pas, qu'ils étaient déjà là et que ça suffisait au rayonnement de la science française dans les matières de sciences humaines. Et Allègre, pour une fois, a écouté ce qui lui était dit. Enfin, il avait déjà allumé plusieurs bûchers pour son extinction politique, donc il a eu la sagesse de ne pas aller contre l'école des hautes études. Enfin, tous ces gens-là s'étaient gendarmés contre ce projet. Et moi, de retour à Nantes, Jean-Marc Ayrault, qui avait en vue l'internationalisation de sa ville, et qui avait à côté de lui un conseiller qui a joué un rôle très important dans l'histoire de l'Institut, qui était Jean-Louis Gentil, m'a écrit en me disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer les sciences humaines à Nantes, puisqu'il avait eu connaissance de ce rapport. Et la réponse a été de dire, bah, écoutez, les Parisiens ne veulent pas de cet institut d'études avancées, on pourra en faire un à Nantes.
Alors Hérault dit, ah oui, on en fait un sur l'Afrique à ce moment-là. Je dis, ah ben, peut-être pas quand même, on pourrait faire quelque chose plus large, parce qu'une des choses qui m'avait frappé lors des travaux de ce conseil, c'est que ce qu'on appelle le reste du monde, c'est-à-dire il y a l'Occident puis le reste du monde, n'était abordé que du point de vue des études aréales, c'est-à-dire on veut s'adresser à un Africain pour parler de l'Afrique. T'es black, donc t'es compétent sur l'Afrique, ou bien un Indien, c'est un spécialiste de l'Inde. Bon. Qu'il puisse y avoir un Paulin Untunji qui soit spécialiste de Husserl, ça c'était des choses qui n'effleuraient pas spontanément l'esprit des collègues. Donc il y avait un déficit, il y a toujours un déficit effarant de compétences en France. Si vous cherchez un juriste compétent sur les institutions indiennes, il n'y en a aucun. C'est simple, ni dans les facultés de droit, ni au CNRS. Bon. Donc le projet à l'époque, c'était donc de créer à Nantes un institut qui soit lié à l'histoire de cette ville. Et Nantes venait de faire les anneaux de la mémoire, donc de se réapproprier cette mémoire douloureuse de la traite négrière. Donc le projet, très vite, a été de dire, eh bien, on va faire justement un institut qui essayait d'initier, de développer un nouveau style de rapport avec les savants du monde entier, et pas seulement dans le petit monde euro-américain des social sciences. Et pour mon malheur, et celui d'Ali, mais pour notre bonheur aussi, les deux vont ensemble, le maire de Nantes a trouvé que c'était une bonne idée. Donc il a dit, allez-y. À partir du moment où le maire de Nantes, qui est dans le système reféodalisé, oh non, on est enregistré, mais enfin c'est l'équivalent du duc de Bretagne à l'époque, vous voyez. Donc à partir du moment où il dit, ça m'intéresse, les services suivent. Et c'est comme ça que les choses s'étaient... Et immédiatement, évidemment, j'ai dit, s'il y a une personne qui pourrait être légitime pour piloter une phase de préparation, c'est évidemment Ali, qui tout de suite, donc, a accepté de s'engager avec moi dans cette affaire. Et le premier acte de cette entreprise, ça a été la réunion en 2002 d'un colloque international sur les sciences de l'homme en Afrique. Alors, le raisonnement était de dire, l'Afrique est malade des gens qui veulent du bien pour l'Afrique. Le premier pas à avoir sur ce qu'il conviendrait de faire, c'est de commencer par se tourner vers un collège d'universitaires africains en leur demandant eux-mêmes de venir discuter avec nous quelles sont les initiatives qui leur paraîtraient les mieux venues pour ancrer, développer, leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Et c'est à l'issue de ce colloque que Jean-Marc Ayrault a annoncé la création et le financement d'un programme d'études avancées qui a donc été placé sous la direction de Ali, et qui avait été installé dans une annexe de la Maison des sciences de l'homme, qui était à l'époque sur les bords de la Loire, de l'autre côté, là-bas. Et là, vous avez la petite équipe qui a été constituée autour d'Ali. Vous reconnaissez Dimitri, bien sûr. La photo de Swazik Lorvelek est la plus ancienne. Je suis désolé, Swazik, parce qu'en fait, Swazik avait déjà mis la main à la création de la MSH 10 ans plus tôt. Donc, elle avait un savoir-faire institutionnel. Et ce PEA était chargé de développer plusieurs projets qui résultaient des conclusions du colloque sur les sciences de l'homme en Afrique. La première chose, c'était d'avoir créé ce qu'on appelait à l'époque des chaires partagées. Alors oui, non, là il y a une petite anecdote. Excusez-moi, j'avais oublié l'image. Donc non, mais il faut quelques anecdotes. Et puis Dimitri est central, vous avez bien compris, dans cette affaire. Et au départ, dans le programme, il n'y avait que Dimitri. Et l'été avant l'ouverture du programme, moi je lisais John le Carré pour essayer de parfaire mon anglais. Et il se trouve qu'Ali lisait le même livre au même moment, dans sa version française, Une amitié absolue. Alors, et le récit, si vous avez lu ce livre, c'est deux amis qui projettent de faire un institut mondial qui va
faire régner la paix et la concorde sur la planète grâce aux puissances de l'esprit. Vous voyez. Et puis c'est du John le Carré. Il y a quand même un personnage absolument maléfique qui fait que ça se termine par un massacre, et ce personnage s'appelait Dimitri. Donc Ali m'appelle en me disant « Dimitri, tu es sûr ?» Je dis « T'as bien fait de le recruter, on peut avoir totalement confiance. » Bon, alors, le premier objet de ce programme, c'était de créer des chaires partagées. Je pense que tout ça garde une certaine actualité éventuelle. L'idée, c'était que nous avons, dans le cas de l'Afrique, évidemment, il y a une diaspora de gens absolument remarquables, mais qui ont dû quitter l'Afrique pour avoir des conditions de travail convenables. Donc, la première idée, c'était de dire comment fait-on pour que des savants puissent continuer de travailler dans leur pays sans avoir à s'expatrier, tout en accédant aux meilleures conditions de travail. Donc l'idée, c'était de financer un certain nombre de chaires où les gens pourraient chaque année venir passer un certain moment dans une institution de recherche française, et il s'agissait de tester ce dispositif. Alors là, vous avez quelques-uns de ceux qui ont été bénéficiaires de ces chaires, dont Paulin Ontunji, le philosophe togolais que je mentionnais tout à l'heure. Un autre aspect de ce qui nous était demandé, des propositions que j'avais faites à la mairie, c'était de créer une chaire, un prix en pâté bas. Alors je ne sais pas si ça existe toujours, ça existait, qui était financé par la ville, et c'était donc des bourses pour accueillir des jeunes chercheurs africains. Alors on l'avait placé sous l'égide du grand Empateba, enfin c'est un esprit époustouflant, Empateba, avec l'humour, une qualité qui tend à, enfin je veux dire, être un peu sur la défensive actuellement. Et il y a eu toute une noria de jeunes chercheurs qui sont venus, et certains d'entre eux, ensuite, une fois ayant eu une position en France, sont revenus d'ailleurs à l'Institut comme fellow. Et puis, le troisième aspect de notre programme, c'était d'animer des écoles doctorales thématiques, parce que nos collègues africains nous avaient dit, vous comprenez, le problème, c'est qu'on ne se rend compte guère que quand on vient en France, il y a très peu d'occasions d'avoir des échanges entre pays africains. Donc, l'idée, c'était d'avoir des sessions doctorales avec à la fois des chercheurs européens et africains, et qui tournent d'un pays à l'autre pour ne pas être captés par le système propre de ce pays. Là, j'ai hésité avec une autre photo sur Bamako où on voit, on est aligné sur une chaire, et derrière il y a le portrait du président Biya. Donc, vous voyez, il s'agit de changer de dieu protecteur en passant d'un pays à l'autre. Alors, il y a eu celle de Yaoundé, et puis ensuite nous avons eu une deuxième session à Bamako, où évidemment les réseaux tissés par Ali, à la fois au sein du Codesria, et puis dans le cadre de l'étude qu'il avait fait avec Roland Vast sur l'état justement de la recherche dans les sciences humaines, nous ont permis de mobiliser vraiment d'excellents collègues lors de cette session doctorale de Bamako. On avait emmené quelques étudiants français, et je peux vous dire que pour un jeune doctorant français, aller passer 8 jours à Bamako, c'était largement aussi formateur enfin, c'est très formateur. Ceux qui y sont allés se rappellent encore de cette expérience. Là, sur la photo, il y a une petite tente, parce qu'on avait dit que comme cette école doctorale était itinérante, elle était symbolisée par une tente qui a été faite par des Touaregs, à la demande de nos collègues maliens, et qui était censée passer symboliquement d'une école à l'autre. Je ne sais pas où elle est passée, parce que ce qui s'est passé, c'est que tout ça a été financé par le réseau des MSH à l'époque, qui faisait un appel thématique, donc il y avait des financements pour des opérations communes à plusieurs MSH, et ça on l'avait fait avec celle de Bordeaux. Et puis c'est le moment où on a créé l'ANR, et alors on m'a expliqué à l'ANR que tout ça, c'était fini de rigoler, maintenant c'est des choses sérieuses avec des délivrables, des contrats de recherche, et que c'en était fini du financement de ce type d'initiative. Les Allemands qui avaient participé à ça, eux, avaient compris combien c'était intéressant, et il y a eu d'autres sessions financées et organisées ensuite par nos collègues allemands.
Mais ça a été terminé pour nous, puisqu'il n'y a plus les financements. On y avait rencontré des gens qui vont jouer un rôle très important dans la suite de l'histoire de l'Institut, comme Ibrahim Atioub, qui a fini sa carrière récemment, comme recteur de l'université Cheikh Anta Diop, et c'est à Bamako qu'on s'était connus. Donc, ces écoles doctorales, c'était aussi le moyen de commencer à tisser ce collège invisible d'amis dans le monde entier, sans lesquels le projet de l'Institut n'aurait pas pu être développé. Sans méconnaître l'apport de la diaspora. Là, vous avez des collègues, Martin Dende et Augustin Eman, qui étaient à Nantes, ou Mamadou Diawara, qui a la chaire d'anthropologie à Francfort, en Allemagne. Alors voilà, ça c'est une photo d'Ali, je ne sais pas si tu la connaissais, Suzanne. Voilà, qui est prise à Bamako, et à côté c'est Joseph Tonda, qui lui aussi sera ensuite fellow à Nantes, et qui, donc je considère comme un des analyses de l'évolution des institutions en Afrique les plus profonds. Alors, le cœur de la mission du PEA, c'était de concevoir l'Institut d'études avancées, d'en faire le projet, de façon à ce qu'il soit construit, on ne savait pas encore où d'ailleurs, enfin, et avec Ali, l'entente était immédiate sur un diagnostic commun. On venait quand même avec des expériences, moi j'avais une vie beaucoup moins tourmentée que la sienne, mais on est tombé dans un accord complet sur le diagnostic que j'ai commencé d'évoquer tout à l'heure, de sciences humaines. Je vais le dire avec mes mots, hein, mais je pense que Ali comprenait tout de suite. Moi, je voyais les sciences sociales comme une sorte de tube digestif monstrueux dont se sont dotés les pays occidentaux pour digérer les autres cultures. Et elles le font sur le modèle des sciences exactes, c'est-à-dire en prêtant à leur catégorie de pensée une universalité lorsque l'on parle de d'ondes ou de bosons. Je pense qu'on s'entend partout, sur tous les continents, un boson, c'est la même chose. Lorsqu'on parle de loi, de contrat, de souveraineté, de terre, de religion, toutes ces notions, en réalité, sont ancrées dans une histoire institutionnelle qui est l'histoire institutionnelle occidentale et européenne, et on ne peut pas les projeter sans risque sur d'autres cultures. Si vous projetez le concept de pauvreté, par exemple, enfin bon, je pourrais m'arrêter sur pauvreté, mais parce que la Banque mondiale a des projets de lutte contre la pauvreté, bon, définis par un nombre de dollars par jour. Donc vous avez des enquêteurs payés par la banque qui vont en Mauritanie demander aux nomades combien tu gagnes de dollars. Alors on dit ah bah je sais même pas, j'ai jamais vu un dollar. On dit ah mauvaise nouvelle, t'es pauvre. Bonne nouvelle, la banque va s'occuper de toi. Bon. Et cette façon de projeter des concepts sur des cultures étrangères peut avoir des effets extrêmement destructeurs. Et ce que nous partagions, cette inquiétude sur un état du monde qui est illustré par cette map monde de la fin c'est 1590, qui est dans notre salle du Conseil, où déjà cette inquiétude, le nouveau monde venait d'être découvert, et cette inquiétude était là, puisque c'est une monde surmonté par une tête de fou avec des devises en latin. Le nombre des sots est infini, des oreilles d'âne qui n'en a pas, connais-toi toi-même. Donc c'était une sorte de programme scientifique avant la lettre. Et puis, donc je dirais que la démarche qui a été la nôtre, à mes yeux, elle s'inscrit dans une tradition du point de vue français, qui est la tradition Montesquieu. Donc, pour ça, l'année dernière, j'ai fait une édition du tricentenaire des lettres persanes, parce que le projet de Montesquieu, c'est justement de faire un pas de côté vis-à-vis de sa propre culture, quelle qu'elle soit, pour apprendre à se connaître et à connaître les autres mieux. Et Montesquieu, alors je vous fais cette petite parenthèse, cette démarche a suscité l'incompréhension et l'hostilité de toute une partie des Lumières, en particulier de Condorcet. Condorcet a écrit tout un texte
attaquant Montesquieu en disant « Mais pourquoi Montesquieu s'intéresse aux rituels des Chinois ? Mais qu'est-ce qu'on en a à battre ?» Enfin non, Condorcet dit pas ça avec ces mots-là. Il dit « Si la raison est une, les lois doivent être une. » Et elles ont la même universalité qu'une proposition mathématique. C'est l'expression même de Condorcet. Donc il y a l'idée, justement, d'un universalisme en surplomb, fondé sur la raison, qui a vocation à s'appliquer à tous les pays du monde, nonobstant leur histoire, leur culture, etc. Et on peut dire que, globalement, dans l'histoire des sciences humaines en France, Condorcet a vaincu. Complètement, d'ailleurs, lorsqu'on a fait un campus pour les sciences humaines à Paris, un nouveau grand campus, on l'a appelé Campus Condorcet. Et notre interlocuteur ces dernières années, enfin, tant que je m'occupais des affaires ici au ministère de la Recherche, c'était un mathématicien, enfin pas très reconnu par les mathématiciens, mais qui s'était reconverti dans la direction des sciences humaines et qui a eu la main sur les sciences humaines pendant 15 ans au ministère de la Recherche et qui ne cachait pas son hostilité assez radicale au projet de l'Institut. Donc, je plante là le décor du point de vue français, vous voyez, des enjeux intellectuels. Alors, donc nous, il s'agissait d'exercer un regard perçant, et c'est ce qui explique aussi l'emblème de l'Institut, dont on avait discuté, bien entendu, avec Ali, on avait longuement réfléchi à cet emblème, et on a beaucoup de représentations des Occidentaux, par exemple par les Japonais, vous avez des estampes où on voit les Portugais qui arrivent avec leurs pantalons bouffants, etc., ou les Hollandais. De l'Afrique, il y a peu de choses, mais il y a certaines représentations qui sont, et j'avais trouvé très émouvant, c'est un ami historien qui m'avait attiré mon attention sur ces petits pois aurifères de l'Afrique de l'Est, et c'est une représentation donc d'un bateau occidental du XVIIIe. Donc c'est un bateau occidental vu par un regard africain. Donc il nous a semblé que c'était une belle façon de donner à voir l'ambition de l'Institut. Alors, quels sont, dans cette démarche, Ali a contribué à faire des choix qui se sont révélés tout à fait décisifs dans les orientations ultérieures de l'Institut. Je dirais, il y en a un, c'est son diagnostic sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamisme. Ali m'a fait comprendre que c'était une sorte de miroir inversé de l'occidentisme. Pour le dire d'une façon, on peut dire que l'islamisme est aux Lumières, est à la riche tradition arabe, ce que le président Bush était à la philosophie des Lumières, si vous voulez. Donc, mais il en reste une idée qui a la même loi doit s'appliquer partout à tous. Bon. Donc il y a cette sorte de miroir inversé qui n'exclut pas du tout de la part d'un intellectuel comme lui, ça a été rappelé tout à l'heure, le retour, la réappropriation à sa propre culture. Je pense que c'était parfaitement cohérent avec la démarche de l'Institut, mais dans un contexte qui ne le faisait pas renier tout ce qu'avait été sa première formation. Bon, fondamentalement, oui, c'était un marxisme gramscien, et il l'est demeuré. Bon, il avait une admiration pour Carl Schmitt qu'il n'a jamais réussi à me faire partager, mais autrement, nous étions tout à fait de plein pied là-dessus, et ça expliquait le problème. Bon, c'est un chemin étroit. Enfin, je vais y revenir là-dessus. Un autre aspect, ou alors je dirais c'est peut-être ce qui a été son apport fondamental. Je disais tout à l'heure que la pression, enfin une pression douce, hein, parce que au fond, je pense que pour le maire de Nantes, ce projet s'inscrivait dans un ensemble où il y avait aussi les folles journées, les machines, donc il s'agissait d'avoir sur le plan universitaire des éléments de reconnaissance internationale. Mais enfin, ça lui paraissait assez cohérent qu'il y ait un ciblage sur l'Afrique. Et nous étions d'accord avec Ali pour considérer que la question africaine avait une urgence particulière, puisqu'elle ne peut pas s'appuyer sur d'autres ressources écrites dogmatiques
que ce qui est aujourd'hui nommé la bibliothèque coloniale, mais qui est quand même très précieux, puisque il n'y a pas de corpus écrit, si vous voulez. Les Indiens, bon, bah alors, quand vous avez été formé enfant à la lecture du Mahabharata, vous êtes un peu équipé pour résister à Walt Disney. Comme m'a dit, c'est Ananta Murthy, un intellectuel indien, m'a dit ça un jour. Les gens les plus pauvres chez nous, ils sont illettrés, mais ils sont cultivés. Cette formule donne beaucoup à penser. Le problème dans le cas africain, c'est qu'à défaut de ces corpus écrits, eh bien, on est exposé nu à ce que Althusser aurait appelé l'idéologie qui est projetée sur eux. Donc, l'idée forte défendue par Ali était qu'il fallait surtout pas s'enfermer dans une relation nord-sud de type Europe-Afrique, euro-africain. Il fallait qu'il y ait un élément tiers. Alors ça ne pouvait que parler aux juristes que je suis, parce que vous savez, juriste, il suffit de savoir compter jusqu'à 3. Mais si on compte que jusqu'à 2, dans la pensée binaire, là, le droit s'efface à ce moment-là. Ce qui est un des problèmes contemporains. Et ce tiers, on a décidé ensemble que ça devait être l'Inde. Nous allions mettre l'accent sur l'Inde. Il y avait à cela plusieurs raisons. C'est que les Indiens n'ont pas été colonisés par les Français. Donc, ils regardent la France avec la même sympathie que les Sénégalais regardent les États-Unis. Le même intérêt. En plus, c'est la tradition culturelle continentale. Et puis une autre raison, c'est que les Indiens, à la différence souvent de nos collègues africains qui ont été enfermés dans le choix où tu es moderne, et à ce moment-là, tu dois absolument renier tout l'ensauvagement qui est lié à ta culture d'origine, ou bien tu retournes, tu t'habilles en boubou, enfin il n'y a pas de demi-mesure. Alors que en Inde, ils se réinventent, le cas échéant, leur tradition, pour dire que c'est la tradition qui est le vecteur de la modernité. Donc il y a un rapport à la tradition qui est très différent dans la culture indienne. Alors, c'est ainsi que, parallèlement donc à ces écoles doctorales, on a fait quelques missions, et notamment, nous sommes partis avec Ali en Inde en 2006. J'y étais déjà allé, j'avais été justement frappé par la béance, enfin l'absence, dans le cas français, de compétences sur des pans entiers, de l'ignorance, quoi, disons, globale. Je pourrais dire la même chose de toute une partie du monde ottoman, etc. Alors, nous prenons l'avion, nous arrivons à Delhi, et là, c'est aussi grâce au réseau qu'avait forgé, je pense, dans le cadre de ses recherches sur l'état des sciences humaines, et puis en histoire des sciences, Ali, que nous avons été accueillis par le professeur Krishna à la GNU, et qu'on a commencé, là aussi, à prendre des contacts, à identifier des personnes qui pourraient ensuite venir, puisqu'on invitait dans le cadre du PEA pour des séjours courts un certain nombre de collègues. J'ai été soutenu dans cette entreprise d'ailleurs par l'ancien ambassadeur de l'Inde que j'avais rencontré à Berlin, qui a été en poste ensuite à Paris, et qui nous a mis en contact avec d'excellents... il a été fellow ici d'ailleurs aussi. Donc voilà quelques images de ce séjour en Inde. Là, vous voyez, nous avions été accueillis, c'est à Pondichéry, par une hôtesse absolument charmante, et qui... ça se voit sur le visage d'Ali, la qualité de l'accueil. C'est pas moi. Bon, on découvrait ensemble un petit peu cette culture extraordinaire sur laquelle on n'avait que quelques connaissances livresques. Alors, à côté de ces activités, nous allons avoir... on a eu une réunion fondatrice un peu pour définir les contours du projet à la fois architectural, institutionnel et scientifique de l'Institut, lors d'une réunion qui s'est tenue en 2006 au prieuré à Chênehutte-les-Tuffeaux, c'est dans la région de Saumur. Je vous reconseille vivement d'y aller, c'est entre Saumur et Montsoreau, près de l'abbaye royale de Fontevraud. Et là, vous avez vraiment sur cette photo toute une partie de ceux qui ont été la première équipe pour
concevoir l'Institut. Alors vous avez Ali sur la gauche, qui est tenu fermement par Suresh Sharma, qui a été un chercheur associé indien qu'on avait rencontré justement grâce à l'ambassadeur. Derrière, Michel Cartry, grande figure de l'africanisme en anthropologie que Danuta connaît bien. Roland Vast. Se caché derrière, c'était le conseiller spécial de Jean-Marc Ayrault, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un homme qui... quand on est un homme politique, on a besoin d'avoir auprès de soi de brillants cerveaux qui sont capables de vous contredire. Donc je pourrais définir un peu comme ça le profil intellectuel de Jean-Louis Gentil, qui est disparu. Tube. Joachim Nettelbeck, ça c'était notre axe franco-allemand, puisqu'il avait été secrétaire général du Wissenschaftskolleg. Je ne présente plus Dimitri Battard. Anne-Cécile Mercier, qui est devenue la secrétaire générale. Hubert Sauper avait fait un film, c'est un Autrichien qui avait fait un film absolument épatant, qui s'appelle Le cauchemar de Darwin, qui se trouve dans la vidéothèque ici. C'était un documentaire sur les politiques de développement européennes et leurs effets destructeurs. Osamu Nishitani, qui était notre correspondant spécial au Japon, Soisy Clorvelec, qui est planqué derrière, là, et puis Pierre Legendre et Philippe Moulier, qui étaient en charge d'une équipe de recherche en médecine, puisqu'on a dès le début aussi eu l'idée qu'il fallait se voler vers la biologie et la médecine. Donc c'est vraiment dans cette réunion qu'on a posé les bases de ce qu'allait devenir le projet de l'Institut. Donc là, c'est une ou deux photos qui sont prises là. Alors ensuite, passons à la réalisation, c'est-à-dire bâtir l'Institut. Je vais vous parler un peu de l'endroit où nous sommes, en fait. Après la Première Guerre mondiale, il a été décidé à Nantes de combler plusieurs bras de la Loire et de l'Erdre. On a modifié très profondément l'urbanisme de cette ville. Ça a été payé donc par les réparations. Et l'endroit où nous nous trouvons, l'idée d'abord de mettre l'Institut ici, c'est à Jean-Marc Ayrault qu'on le doit. Et vous voyez, toute cette zone avait été gagnée sur la Loire à la faveur du comblement de la Loire dans le centre et du détournement du cours de l'Erdre par le tunnel. Et cet espace avait d'abord été utilisé pour y installer le stade de foot. Ça, c'était l'époque où Nantes gagnait. Mais ça, c'est une blague que je ne peux plus faire, puisqu'apparemment, il a bien joué très mal. Donc, le stade dit Malakoff, qui auparavant était à l'emplacement du palais du Champ de Mars, qui avait été construit dans les années 20. Et pour construire le palais du Champ de Mars, on avait déménagé le stade et on avait décidé de l'installer ici et de créer donc la petite passerelle à côté de l'écluse qui permettait aux supporters de franchir cette petite passerelle pour venir voir les matchs. Alors, les vieux Nantais ont des souvenirs qu'enfants, leurs parents les amenaient voir les matchs ici. Alors, ce stade devait son nom à Marcel Sopin, qui en fait a été un collaborateur pendant la guerre, mais qui a fini avec la Légion d'honneur et qui sa vie et qui son grand chef-d'œuvre, ça avait été de parvenir à réunir les différents clubs de foot pour en faire un seul, qui est le Football Club de Nantes. Donc le bâtiment a été construit sur ce qui était cette tribune aspectant la Loire. Et là, vraiment, je le répète, toute cette idée était due à Jean-Marc Ayrault, qui avait vu en Hollande, il avait fait la promesse électorale de ne pas détruire le stade, parce que ça faisait partie de la mémoire sportive de la ville. Et d'un autre côté, un nouveau stade avait été construit, donc il n'y avait pas la nécessité donc il fallait trouver une solution urbanistique qui permette en même temps de tenir cette promesse électorale tout en utilisant quand même ce lieu d'une façon intéressante. Alors, moi j'ai tout de suite trouvé le lieu génial avec Ali, on était d'accord pour tout un tas de raisons, la proximité de la gare, le fait qu'ici on ait un nœud entre le très chic palais des congrès avec des folles journées et puis des quartiers en difficulté là du côté de Malakoff. Donc symboliquement, placer les sciences humaines ici, c'était riche de signification. Il a fallu détruire, donc vous voyez l'Institut est sur l'emplacement de cette ancienne tribune.
j'ai réalisé vraiment un peu tardivement d'ailleurs qu'il allait falloir donner un nom à cette nouvelle voie qui est devant nous là. Et j'ai tout de suite été inquiet parce qu'il y avait déjà un boulevard Guy Mollet à Nantes. Je ne sais pas ce que la ville pouvait imaginer, donc j'avais fait 3 propositions, aussi après discussion avec Ali. On avait proposé quai de l'Écluse, allée Grac, mais Grac a tout de suite fait savoir que lui, tant qu'il n'était pas mort, il fallait donner son nom nulle part. Et puis le 3e, c'était Jacques Berck, parce que c'est une grande figure d'intellectuel respecté dans le monde entier. Alors, bon, à un moment, la réponse de la ville, bon, c'est enregistré, oui. Bon, enfin, bon, je vais le dire quand même, était de dire, ben non, vous pourriez pas trouver le nom d'une femme issue de l'immigration. Alors, j'avais dit, bah oui, il y a Rachida Dati. Et alors, donc, là, finalement, Jacques Berck a été préféré à Rachida Dati pour nommer l'allée. Et d'où la présence de citations de Berck dans le hall de cet immeuble. Alors, ça c'était l'aspect du bâtiment, je vais y revenir sur la construction. Il y avait un autre élément, c'est qu'il fallait trouver une structure juridique pour cet institut, et l'idéal, à nos yeux, c'était d'être une fondation reconnue d'utilité publique, parce que ça a l'avantage d'avoir les souplesses de gestion du privé, tout en étant solidement ancré dans des missions d'intérêt général par son statut de fondation. Ce qui supposait de trouver une entreprise ou des entreprises qui soient prêtes à apporter un capital, parce que le minimum, c'était 1 million d'euros. Et là, c'est évidemment Jean-Marc Ayrault, conseillé par Jean-Louis Gentil, qui avait trouvé cette entreprise, qui était l'entreprise Veolia à l'époque, ce qui nous a valu des campagnes de presse et d'insultes dans la presse locale, et vendu au patronat, etc., etc., etc. Alors, je vais revenir sur les rapports avec le tissu local dans un moment. Et puis, Anne-Cécile Mercier a été l'architecte, elle est secrétaire générale de l'Institut à l'époque, et c'est elle qui a obtenu de haute lutte au ministère de l'Intérieur le décret créant la fondation. Donc on s'est lancé dans la construction. Là, vous avez l'architecte qui était venu à Nantes pour cette construction et qui finalement s'y est installé. C'était son cabinet, elle l'avait envoyé ici, Stéphanie Durand. Elle a été invitée 2 ou 3 fois à venir revoir les lieux ici. Et on a défini avec Ali le programme fonctionnel des besoins. Ça n'a pas été toujours très facile. Alors vous voyez, il apparaît, on voit le nom d'Ali là dans les utilisateurs, dans l'appel à projet. Et bon, il y a eu... dans l'ensemble, ça s'est très très bien passé et la construction a donc pu démarrer. Vous voyez que les tribunes, là, ont disparu. Et puis, on commence à voir le bâtiment qui sort de terre, avec sa forme de bateau. Parallèlement, il fallait mettre en place une institution qui est une institution clé pour le fonctionnement de l'Institut, qui est le conseil scientifique. Et donc, on a formé un premier conseil scientifique. Et là aussi, vous voyez, là, vous allez retrouver la patte d'Ali, puisque vous avez Samir Amin, là, sur la gauche de la photo, qui étaient ou bien les collègues comme Joseph Tonda ou Ousmane Sidibé, dont nous avions fait la connaissance lors des écoles doctorales, les écoles thématiques en Afrique. Donc là, vous avez une réunion. Alors, là, ça vous donne une idée quand même du niveau de ce conseil. Jean-Noël Robert, qui le présidait, est titulaire de la chaire de philologie de la civilisation japonaise au Collège de France. Perry Anderson, je suppose, c'est une figure qui est connue de beaucoup d'entre vous comme un des très grands historiens. Charles Malamud, à mes yeux, c'est le dernier grand géant de la pensée, c'est un grand indianiste en France. Donc, et Annie Montaut qui se cache derrière Charles Malamud aussi, qui était la professeure de hindi à l'INALCO. Donc, ce collège, ce conseil scientifique a joué un rôle absolument crucial dans les orientations, la définition des orientations, parce que de ce qu'allait devenir l'Institut et le choix des premiers fellows. Bon, là j'ai quelques photos de la construction de l'amphi. Je montre toujours la cheminée parce que ça c'est le résultat d'une lutte acharnée avec les services de la ville qui ne voulaient pas de cheminée.
Et j'avais remarqué sur les plans qu'ils avaient fini par en mettre une, mais on ne voyait pas la trace des conduits dans les plans des étages supérieurs. Donc je suis revenu à la charge, ils m'ont dit c'est illégal, je leur ai demandé qu'ils m'apportent les textes, où on voyait pourquoi c'était illégal. Comme ils n'apportaient pas les textes, ils ont fini par me dire non, c'est pas illégal, mais ça nous emmerde. J'ai dit bon, bah, alors on va le faire. Et donc on a une cheminée qui fonctionne. Voilà le bâtiment. Alors, il y a eu comment dirais-je, une attention nationale qui a été portée à la création de cet institut, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu dans la période des 30 dernières années, hormis le campus Condorcet, mais un investissement de cette ampleur en sciences humaines en France. C'est un cas relativement unique. Nous avons eu à nous débattre sur les deux fronts, du local et du national. Au plan local, je dirais qu'on a eu affaire à ce que Julien Gracq appelle la malveillance indigène. C'est un mot qui figure d'ailleurs sur une citation de Gracq sur le couloir ici. C'est-à-dire, mais pourquoi, pour qui se prennent, pourquoi, puis faire venir des étrangers, on est quand même bien entre nous, puis on leur donne des moyens, pourquoi pas à nous. Bon, vous voyez, c'est resté la musique de fond. Mais ça ne nous a pas empêché de nouer un partenariat, quelquefois compliqué, mais avec l'Université de Nantes, qui existe toujours et qui est un des éléments très précieux pour l'Institut. Alors, sur le plan parisien, la difficulté était d'une autre nature. C'est que ceux qui n'ont pas été dans une institution parisienne mesurent mal à quel point, vu de Paris, au-delà du périphérique, il ne peut pas y avoir de pensée. C'est le bled, vous voyez. Comme la création de l'Institut de Nantes avait inspiré d'autres initiatives du même genre à Paris, Lyon et Marseille, que ça avait même été la condition pour financer le projet de la part du ministère, de voir que l'Institut de Nantes était seul à avoir un statut de fondation et puis qu'avec les années, c'est celui qui a eu la reconnaissance internationale la plus indiscutable, a suscité au mieux de l'incompréhension, au pire de l'irritation. Et nous avons eu à en payer le prix dans nos rapports avec le ministère de la Recherche, qui avait créé une structure qui s'appelle le Réseau des instituts d'études avancées, dont l'orientation consistait à dire, bon, je suis le réseau à Paris, je dirige, et puis nous avons des petites colonies locales, des implantations où, bon, ils vont recevoir les gens on pilote les affaires à Paris, quoi. Enfin, ça s'est toujours passé comme ça dans ce pays, quand même. Quoi, alors et Nantes a résisté à ce modèle. C'est-à-dire, le modèle promu par le réseau, c'était celui plutôt de lieu d'une hôtellerie pour le développement de l'internationalisation des relations de grands ensembles universitaires à Lyon, Marseille. Par exemple, pour être fellow à Paris, il faut attester qu'on a été invité dans une équipe parisienne, ce qui veut dire que une fois qu'on est là, on va travailler avec ses collègues de cette équipe. Ici, c'est le seul institut qui a maintenu l'idée. Non, notre objet, c'est de faire des communautés savantes, de gens qui apprennent à se connaître mutuellement dans ce travail de retour critique sur leur catégorie de pensée, et donc qui doivent garder une maîtrise complète du recrutement de leurs chercheurs. Alors, je dois dire que nous étions très heureux, vous voyez, au moment de l'un des premiers Noëls à l'Institut, d'avoir réussi à surmonter tous ces obstacles. Vous voyez sur la photo aussi Pierre-Yves Navour qui s'occupait de l'informatique à l'époque, et puis Yannick Lemarchand qui avait été directeur de la Maison des sciences de l'homme et qui ensuite a été fellow et membre du conseil scientifique de l'Institut. C'est une photo qui est prise, Suzanne, je ne sais pas si tu la connaissais, pendant cette même soirée de Noël. Bon, à l'époque, je termine sur ces petits détails, mais je pense que dans le contexte de cette journée, ça peut être amusant de le rappeler. J'avais réussi à négocier à Paris, grâce au directeur de l'ENA, je connaissais, qui était le préfet Boucault, un grand haut fonctionnaire, que l'ENA héberge un bureau pour l'Institut. Donc nous avions une antenne
dans l'antenne de l'ENA, puisque l'ENA est à Strasbourg maintenant, mais ils ont gardé une antenne à Paris, qui est l'avenue de l'Observatoire, à côté du Luxembourg, qui est l'ancienne école coloniale. Donc, vous voyez, c'était symboliquement aussi. Donc, on a eu un bureau pendant plusieurs années, jusqu'à l'arrivée de Madame, comment s'appelle cette dame qui a été aux affaires européennes depuis, qui est députée européenne maintenant. Non, mais je pense que c'est la Charité chrétienne me fait oublier son nom. Enfin bon, elle nous a virés, quoi. Madame Loiseau, voilà, c'est ça, Madame Loiseau. Madame Loiseau n'était absolument pas intéressée, parce que si vous voulez, le deal avec le directeur de l'ENA, c'était de dire, dans la formation de la haute fonction publique française, déjà l'ENA accueille beaucoup de gens d'autres pays pour faire de la formation de hauts fonctionnaires, et c'est l'idée, on met en contact avec la recherche la plus vivante venue de différentes régions. Donc il avait parfaitement compris l'intérêt qui avait organisé ainsi des sessions avec les fellows qui étaient pendant un an à Nantes à l'ENA. Bon, ça n'intéressait plus ensuite Madame Loiseau. Alors, je suis proche de la fin. J'avais créé parallèlement à une collection de livres, parce que la politique éditoriale de l'Institut consistait à dire les chercheurs étant aujourd'hui évalués sur la base de leur bibliométrie dans les revues, comités de lecture de leur tribu, il ne faut pas les détourner de ça, surtout les jeunes, parce que ça va leur casser leur carrière. Donc, le fruit des recherches qui vont pouvoir avancer dans les meilleures conditions possibles à Nantes, il faut qu'ils le publient dans les lieux qui leur serviront après. Cela dit, il paraissait utile d'avoir un lieu de publication pour certains travaux qui oblige, disons, qui mette à la portée d'un grand public français quelques témoignages des travaux, des recherches, des réflexions qui avaient pu être conduites à l'Institut. Et on avait donc créé une collection chez Fayard. J'avais réussi à convaincre le patron de Fayard, qui était Olivier Nora à l'époque, de ce projet, et on a publié toute une série de livres, le dernier étant celui d'Osamu Nishitani sur l'impérialisme de la liberté, qui est sorti la semaine dernière et qu'il est venu présenter ici hier soir. Alors, la collection n'est plus sous l'égide de l'Institut, mais elle est passée aux éditions du Seuil, mais elle continue et nous avons des projets éditoriaux. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y avait un projet qui nous tenait particulièrement à cœur, enfin à moi en tout cas, et à Ali, qui avait été de publier un texte, vous voyez la couverture, mais là le livre n'a jamais été, c'est le projet de couverture, le livre n'a jamais vu le jour. C'était à l'occasion de l'inauguration, il y a l'un des fils de Jacques Berck, celui du second mariage, qui était venu apporter à Ali, qui avait noué un rapport très filial avec Ali, et qui était venu lui apporter un texte en disant, voilà, j'ai un rapport sur l'Algérie des années 30 qui a été rédigé par Augustin Eugène Berck, c'est-à-dire le père de Jacques Berck, à l'époque où il était administrateur à Alger. Et ce texte m'a été donné par mon grand-père et je souhaiterais qu'il soit publié. Donc, Ali avait accepté de se charger de ce projet éditorial. C'est un texte très intéressant, enfin, qui décrit le milieu intellectuel et politique de l'Alger de 1930 d'une façon assez saisissante, je veux dire, parce que Augustin Eugène Berck en question était un lettré aussi. Et le texte devait paraître. Ali a rédigé une présentation qui est un texte remarquable. Alors, je ne pense pas que ça ait été publié depuis, mais ça serait bien de le publier. Et puis, retournement de situation, le petit-fils Berck se met à dire « Je vous défends maintenant de publier ce texte ». Alors, je passe les détails, et puis il faut assurer la sécurité physique aussi de Dimitri, qui a déjà risqué sa peau, on a bien compris, en Algérie. Mais on a compris qu'il y avait, en tout cas, venus d'Algérie, des gens qui n'avaient aucune envie que ce texte soit publié. Et qui donc faisaient pression sur l'éditeur. On fait pression aussi, à un moment, sur Pierre Legendre, qui avait écrit aussi un texte introductif qui un jour me dit « Je retire le texte, sauf si Ali, si vous ne retirez pas le texte d'Ali, je retire le mien. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il n'est pas question, retirez le vôtre. Mais le texte d'Ali, on ne le retire pas. » Donc on a compris qu'il y avait
un embarras politique, disons, pour le moins, relayé en France par des personnes qui semblaient liées à l'Algérie pour empêcher cette publication. Alors, ça ne nous aurait pas empêché d'aller de l'avant. Il y avait des problèmes de droit qui faisaient qu'on devait attendre 70 ans après la mort de l'auteur. Et puis, quand même, j'ai voulu m'assurer de la... Alors, Ali était déjà souffrant, mais ça remonte à 2 ou 3 ans. J'ai voulu relancer le projet parce que je savais qu'Ali tenait à ce texte. Et puis, j'ai demandé, par quelqu'un de l'équipe d'Henri Laurence au collège, une jeune femme dont le nom m'échappe, elle est morte très prématurément. On l'avait invitée ici, elle a travaillé sur la politique coloniale vis-à-vis de l'islam. Je pourrais retrouver son nom. Et elle est allée faire des recherches sur ce rapport, l'origine de ce rapport. Et il s'est avéré que ce rapport était une fabrication. Donc on ne sait pas qui l'a fabriqué, à partir de textes épars, mais que ce rapport en tant que tel n'avait jamais été un rapport de l'administrateur Berck. C'est quelque chose qui était fait. On ne sait pas par qui. Alors dans ces conditions, on ne pouvait que renoncer à le publier, aussi intéressant soit-il. Elle avait retrouvé le texte aux archives d'Aix-en-Provence. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est pour vous montrer que derrière cette vie à l'Institut, nous n'avons pas été exempts toujours d'avoir à rencontrer des problèmes d'ordre diplomatique ou politique, quelquefois extrêmement sensibles. Alors, je termine en rappelant ce qui a été aussi dans l'activité d'Ali, son rôle pendant toutes ces années, tant qu'il a été actif à l'Institut. Bon, l'expérience du PEA, c'est qu'il était génial pour certaines de ses idées, pour son talent de conversation, de nouer des liens, comme ça a été rappelé excellemment tout à l'heure par Dimitri. Je dirais que ses capacités administratives, financières et organisationnelles laissaient place à de grandes marges de progression qui ne souhaitait pas franchir, pour tout dire. Donc, ça l'embêtait. Il n'avait pas envie d'entendre parler de ça. Hein. Donc, la place qu'il a occupée pendant les années où il est resté actif à l'Institut, c'était justement celui d'un animateur intellectuel dans ces petites communautés qui, chaque année, vous savez, chaque promotion, c'est comme les vins de Bordeaux. Il y en a eu une où le vin était pas terrible, hein, c'était la 2e année. Mais autrement, ça a toujours été remarquable, mais c'est jamais 2 fois la même chose, c'est ce qui rend ces promotions passionnantes. Et il y a joué vraiment un rôle. Tous ceux qui l'ont rencontré après, quand je circulais, me disaient bon, Ali, comment va Ali? C'est-à-dire, rencontrer Ali était une expérience qui a marqué profondément tous ceux qui sont passés ici. Et là, vous le voyez avec certaines de ces promotions, vous retrouvez quelques visages connus, certainement. Et une des choses qu'il a faites qui était... on était invités par la ville, par les autorités locales, et on peut le comprendre, à ce que la population locale ait une idée de ce qui se passe dans l'Institut. Et on avait donc créé une émission de radio en partenariat avec Euradio, qui a un siège à Nantes, et Ali a pris la responsabilité d'une émission qui s'appelait la Tribune de l'Institut d'études avancées, où il invitait chaque année 6 ou 7 fellows pour une conversation de type, j'allais dire de type France Culture, mais dans le bon sens du terme, et sans avoir obligatoirement des jingles tous les 5 minutes comme maintenant à France Culture. Et ces émissions étaient extrêmement suivies, et c'est ce qui explique qu'à la mort d'Ali, Euradio a tenu à lui rendre hommage. Vous trouverez sur le lien que j'indique la liste de tous les liens pour réécouter, le cas échéant, les entretiens qu'il a eus avec ces différents fellows. Bon, ça c'est le 10e anniversaire, parce que, pour vous montrer, Ali est parti, je suis complètement effacé maintenant et heureux de l'être, donc il y a un changement de génération qui est bienvenu, mais ce qui reste vivant, si vous voulez, le cœur vivant et battant de cet institut, c'est ce collège invisible dans toutes les parties du monde,
de gens qui sont venus à Nantes, qui ont vécu dans cette ville, qui ont appris à se connaître, qui se sont fait des amis dans le monde entier, et qui, lors du 10e anniversaire, ça a été un moment très puissant, je vais dire, du point de vue affectif, parce qu'ils sont revenus en nombre, alors qu'on ne leur payait pas leur voyage, pour célébrer le 10e anniversaire de l'Institut, et tout le souhait que je forme, c'est qu'il y ait un jour un 20e anniversaire. Il y a eu aussi des témoignages de ce rayonnement de l'Institut par des publications. Vous avez par exemple le livre de Burukoa, qui est un grand intellectuel argentin, a publié ses carnets de son séjour à Nantes en Argentine. Perry Anderson a écrit tout un article qui « Forget about Paris », « Oubliez Paris », c'est un article au sujet de l'Institut, dans la London Review of Books, comme ça. Et puis, vous avez par exemple un article, ça c'est dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, tous parlent de la diversité, mais il y en a qui mettent réellement cette idée en œuvre. C'est un article d'Andreas Eckert qui a été fellow aussi. Bon, la seule presse qui nous a toujours été défavorable, c'est la presse locale, mais on s'y est habitué. Je vous remercie de votre attention. Avant d'aller déjeuner au buffet qui vous sera servi dans le hall, peut-être nous pourrons voir ce qu'a été Ali en tant qu'animateur scientifique de l'Institut. Il présentait, il animait le séminaire hebdomadaire, il introduisait les conférences, etc. Donc peut-être qu'on peut voir un petit extrait de son style inimitable, en fait, parce que moi je l'avais découvert une fois en 2012 quand Monsieur Cadeau était venu. Et j'avais découvert le séminaire comme ça et la place qu'occupait Ali dans la communauté scientifique à l'époque et toutes les années. Voilà. Pour faire patienter, je peux raconter quelques anecdotes, puisque Ali et moi, à une époque, nous fumions le cigare tous les deux. Enfin, lui a continué, moi j'ai arrêté. Et nous nous retrouvions sur la passerelle qui nous liait entre l'IEA et la MSH, un point aujourd'hui un peu désert, mais qui à l'époque était fréquenté par tous les fumeurs des deux instituts. Et puis à ces moments-là, nous observions le paysage nantais qui se transformait à grande vitesse. Nous comptions à peu près 25 grues à vue d'œil. Et c'était l'occasion pour lui et moi de discuter sur ce que les transformations du monde, l'architecture. Est-ce que Nantes va être comme Alger, Alger comme New York, New York comme Amsterdam, et que tout se ressemblera, ou bien garderons-nous encore quelque chose d'un petit peu unique et alléchant et toujours prêt à être découvert à travers le monde. Voilà, ce sont le genre de petites considérations que nous avions. Et il était aussi vraiment d'une oreille très attentive à cette époque où je commençais à travailler à l'Institut. On m'avait confié la tâche de lire tous les dossiers de candidature, chose que je continue à faire. Et je recevais des centaines de dossiers et je savais pas trop comment m'en sortir. Et lui, il était assez à l'écoute et il me disait mais lis-les. Et puis et de temps en temps je lui dis je comprends rien ce qu'il a, et puis il me dit oh bah ça, ne t'inquiète pas, c'est des mots bien scintillants, bien suaves pour attirer le chaland, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors à travers ce regard là, je commençais à moi-même me faire un petit œil sur que vaut un dossier. Et un des conseils qui m'a toujours formulé et sur lesquels je suis toujours resté très attentif et je poursuis c'est de lire intégralement tous les dossiers, de ne pas les soumettre à une évaluation quantitative, parce que non seulement ça serait rompre l'équité entre les différents candidats, notamment vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas accéder au réseau de publications internationales classés rang A, etc. Et que si on le faisait, on louperait peut-être d'excellents dossiers, et qu'en regardant attentivement ce qu'on y trouve, ce qu'on y lit dans ces dossiers, on trouverait peut-être des pépites qui feraient la joie d'une promotion future. Voilà. Donc ça, c'était un peu aussi Ali, et c'est le souvenir que j'ai de lui. Voilà.
Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de remercier M. Jean-Marc Ayrault de nous honorer de cette visite de travail. Donc, il va voir notre petit laboratoire réfléchir. Le thème de cette séance finale est significatif, puisque c'est un des thèmes les plus qui interpelle le plus aujourd'hui la communauté des chercheurs qui travaillent sur l'histoire, sur la mémoire, sur les relations nord-sud, mais pas uniquement, aussi sur les anciennes guerres, les guerres européennes, celles des Balkans, mais aussi un peu plus anciennes, franco-allemandes, franco-anglaises, etc. Donc nous sommes dans un thème, disons, chaud. Nous avons choisi pour essayer de l'aborder, de faire appel à M. Ibrahim Mathiou, qui est professeur d'histoire à l'université de Dakar, actuellement en résidence au Vico à Berlin, qui est un historien connu en Afrique, connu à la fois pour l'importance de ses recherches, mais aussi les controverses, et c'est pour cela que nous faisons appel à lui, les controverses que ces recherches suscitent à la fois en Europe, en France, mais aussi en Afrique, parce qu'il n'aborde pas les chemins conformistes de ceci ou de cela exclusivement. Et puis nous avons fait appel à Étienne François, qui est professeur d'histoire actuellement à l'université de Berlin, mais qui est un ancien thésard de Panthéon-Sorbonne et qui, lui, est un des plus grands spécialistes de ces questions de la mémoire et de l'histoire. Il a commencé par les relations franco-allemandes, mais bien avant, au XVIIIe siècle, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et actuellement, il travaille sur le thème de la création d'une mémoire européenne à l'échelle donc de ce continent un peu particulier qui est en train de se créer, qui est une exception dans le monde où des nations contractent pour faire une unité. Donc, c'est l'inverse de l'Empire, si vous voulez, que nous assistons. J'ai choisi et j'ai demandé l'autorisation à mes deux collègues, avant de le faire, d'entrer un peu à la Jacques Berck, dans une approche un peu forte, choquante même, troublante de cette question, pour que on n'ait pas à faire de la diplomatie. Nous sommes des chercheurs, on n'est pas des diplomates, on dit ce qu'on a à dire. Et je voulais commencer par cet événement qui m'est arrivé, moi, individuellement, et que j'ai considéré comme un événement assez significatif des enjeux de cette question. C'était il y a à peu près une vingtaine d'années, juin 88. Ça se passait à l'Institut du monde arabe à Paris, et j'avais été invité par M. Edgar Pisani, qui était président à l'époque de cet institut, mais qui a été un grand ministre du général de Gaulle lors de la guerre de libération en Algérie. Le thème était mémoire et histoire. Peut-on écrire l'histoire ensemble, donc côté français et côté algérien? J'avais prévu un texte, et puis au moment, quand il a fini de parler, j'ai totalement changé j'ai laissé de côté mon texte et j'ai intervenu sur la fin. Alors voici ce que nous disait Edgar Pisani. En juin 62, l'ordre a été donné à l'armée française de quitter l'Algérie. Il était alors au bureau, dans le bureau du général de Gaulle. Ils étaient les deux seuls. Et Edgar Pisani dit: des larmes ont coulé de ses yeux. Et le général Charles de Gaulle lui a dit: tu as le droit et la possibilité de pleurer, tu n'es pas un chef d'État. Bon, c'est assez poignant comme... Et à l'époque, moi je devais avoir 16 ans, j'étais dans une petite ville d'Algérie, à Skikda, et nous étions tous, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, sur le long de la grande rue qui mène au port. Et nous voyons les camions, des paras, des parachutes, des légionnaires, quitter l'Algérie. Et je peux vous assurer que c'était un moment de soulagement gigantesque, de joie. Et j'ai commencé ainsi, je recommence devant vous pour dire à M. Pisani que ces larmes, j'ai le plus grand respect pour ces larmes, mais elles ne peuvent pas effacer ma joie, n'est-ce pas? Ma joie a existé et ces larmes ont existé.
il ne faut pas considérer les larmes comme la joie, comme ayant un rapport avec la vérité, n'est-ce pas? Ce sont des sensations, c'est l'expression par le corps d'une situation existentielle, et cette situation existentielle n'a pas à voir à la vérité, n'est-ce pas? La vérité viendra après avec la science, et comme disait mon maître Spinoza, je l'ai cité, le chien aboie, mais pas son concept. Alors, le moment est venu, il vient toujours, il ne change jamais, n'est-ce pas, de passer du chien qui aboie à son concept. Et le concept, c'est l'histoire de ce chien qui aboie, n'est-ce pas? Comment faire? C'est ça le devoir des historiens, et c'est ça les tâches qui attendent mes deux collègues. Ibrahim. C'était un petit peu abstrait. Ça n'a rien d'aussi intéressant que disait Ibrahim, mais je crois que de ce point de vue-là, nous complétons, je crois, assez bien. Oh, c'est pas aussi abstrait que tu le penses, hein, parce que tu viens de dire à juste titre que, en fait, la mémoire, c'est pas un objet sur une échelle du temps, et sur lequel viendrait un jour travailler l'historien, parce que le jour où l'historien décide de travailler sur telle période, cette période est d'une certaine manière déjà présente dans le temps présent de l'historien. Et que donc, plutôt que de reproduire l'histoire, l'historien reconstruit indéfiniment, n'est-ce pas, ad aeternum, cette mémoire, n'est-ce pas, et cette reconstruction d'une partie de cette mémoire est toujours prédéterminée, pré-influencée par les problèmes du présent. Et donc, l'historien, parce qu'il ne faut pas, il y avait un jugement un peu orgueilleux de Hegel qui pensait que l'histoire sera le tribunal définitif, n'est-ce pas, ou la philosophie serait le tribunal des événements de l'histoire. Non, elle ne s'arrête pas elle-même. L'historien lui-même sera jugé, on le voit, je vois ici en France, il y a eu une période où l'histoire de la Révolution française était très positive, ensuite une autre période où on l'a démontée, elle est récente, et puis maintenant on va passer peut-être à une autre période. Sur et ces dernières paroles de perception de ce passé. Qu'on clôture la première partie de cette journée, je vous invite à participer avec nous à un buffet qui est à la même place que ce matin, mais ce n'est pas le même contenu. Et on se voit à 14h. Merci beaucoup, Dimitri. Merci, Alain Soupion. Merci, Mathieu.